Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire à destination des prestataires DLA en région PACA sur la thématique Faire de la transition écologique un levier d'accompagnement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je me présente, je suis Mathilde Lotte, responsable du DLA régional qui est porté par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et j'interviendrai sur ce webinaire ce matin aux côtés de Sylvain que je laisse se présenter. Bien enchanté, Sylvain Prévost, consultant en stratégie durable au sein du cabinet LISI, et donc j'ai eu la chance d'accompagner la CRES et en tout cas la DRET sur cette mission autour du DLA. Donc la transition écologique dans le DLA, c'est un sujet dont on s'est emparé depuis 2023 maintenant, à l'initiative de nos pilotes financeurs qui sont la DRET, PACA et la Banque des Territoires, où l'enjeu a été de pouvoir proposer une montée en compétences de l'écosystème DLA progressif depuis maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, c'est la dernière bloc en fait de cette montée en compétences. Sur les 2 ans, on a pu travailler avec les différents acteurs de l'accompagnement, les opérateurs DLA, les membres des comités d'appui et aujourd'hui les prestataires justement pour permettre une bonne prise en compte des enjeux de transition écologique dans les diagnostics et dans les accompagnements du DLA. La philosophie qu'on adopte dans cette prise en compte de la transition écologique est vraiment de dire que prendre en compte la transition écologique est un axe stratégique pour la pérennité des entreprises de l'ESS, avec cette idée sous-jacente de se questionner comment mieux accompagner les entreprises de l'ESS à continuer à réaliser leurs projets d'utilité sociale dans un contexte environnemental contraint. Donc voilà la philosophie que l'on déploie aujourd'hui. Et ce qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, il y a plusieurs choses. La première, forcément, les travaux qu'on a pu mener jusqu'à présent dans le cadre du DLA et en quoi ils vont impacter votre mission en tant que consultant et en tant que prestataire, mais aussi des éléments de contenu, de sensibilisation sur ces sujets pour permettre aux prestataires et à toutes les parties prenantes du DLA d'avoir ce socle commun sur les enjeux de transition écologique. Sylvain et moi allons vous faire une présentation qui va durer environ 35 minutes et ensuite on a un temps de 25 minutes pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas dès maintenant, si vous avez une question ou une remarque, de l'intégrer dans la conversation de la réunion et on pourra y répondre en deuxième partie. À moi. Merci beaucoup Mathilde. Alors, une première partie sur un rappel sur les enjeux de la transition. Alors, je prétends pas ici voilà, forcément vous apprendre énormément de choses. Je pense que vous êtes dans une grande majorité conscient des sujets dont on va discuter. Mais l'idée aussi, c'est de pouvoir vous repartager finalement les éléments qui ont été un peu le cœur de cette démarche pour que vous soyez parfaitement au clair finalement sur ce qui a nourri cette approche avec les acteurs du DLA et que vous ayez une bonne compréhension justement des sous-jacents et du contexte dans lequel on s'est inscrit pour que ça soit plus clair pour vous. Voilà. Au-delà d'en faire un sujet de formation, mais plutôt de vous partager ce qui a été partagé à l'ensemble des acteurs, que ce soit les opérateurs du DLA et les comités d'appui. Alors, pour parler des enjeux de la transition, moi j'aime bien commencer par finalement revenir à la base du développement durable et de ces 3 piliers. Donc le développement durable autour de 3 piliers qui sont les piliers écologiques, économiques et sociétal. On peut dire social, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails. Et surtout, on a eu l'occasion lors de cet accompagnement de pouvoir mettre un focus particulier sur la théorie du donut. Donc théorie du donut qui est une représentation, on peut remettre le schéma directement, une représentation qui est assez, je trouve, élégante pour représenter ces 3 piliers du développement durable et qui montre que finalement, pour développer une économie qui est réellement durable, on appelle ça, ou Kate Raworth, cet économiste britannique, appelle ça l'espace sûr et juste pour l'humanité. En fait, il faut être à l'intérieur du donut. Et donc, pour le refaire très rapidement, il faut à la fois développer une économie qui permette à l'ensemble des citoyens d'accéder à des fondamentaux sociaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le plancher social, donc à des référentiels, à la limite, peu importe le référentiel, mais permettre aux citoyens d'accéder à de l'alimentation, à un revenu décent, à de l'éducation, à de la santé, etc., etc. Vous le voyez sur ce schéma. Et en même temps, et c'est là où c'est intéressant dans cette représentation, éviter de dépasser ce qu'elle appelle un plafond environnemental, qui finalement a un ensemble de limites à ne
pas dépasser, sous peine de causer un effondrement systémique du système Terre et du coup de ne plus pouvoir développer, déjà ne pas pouvoir accéder au plancher social et de ne plus pouvoir développer une économie réellement durable. Alors, je vais pas aller dans le détail de tous les sujets, parce que ça prendrait trop de temps, mais en fait, juste pour cadrer sur la partie plafond environnemental, on s'appuie sur des référentiels qui s'appellent les limites planétaires. Alors, ce schéma, je réalise, est déjà dépassé, puisque là, il y a une semaine ou deux, là, on a appris qu'on avait une 7e limite planétaire qui avait été dépassée. Donc, il faudra que je remette ce schéma à jour. Mais l'idée, c'est de montrer que finalement, quand on s'intéresse au sujet environnemental, il n'y a pas uniquement le dérèglement climatique, dont on parle énormément, mais il y a tout un tas de sujets environnementaux qui, les uns après les autres, peuvent créer une cause d'effondrement du système et qui, finalement, doivent vraiment être pris en compte dans la réflexion globale. Bon, pour en citer quelques-uns, je pense que le plus connu est effectivement le dérèglement climatique. Moi, celui que j'aime bien pour illustrer ce que ça veut dire, cette limite planétaire, donc c'est la partie appauvrissement de l'ozone stratosphérique, puisqu'on voit bien que la couche d'ozone nous préserve des ultraviolets ou des rayons ultraviolets du soleil, et que si on casse la couche d'ozone, on voit bien qu'on a un problème environnemental qui est majeur, au-delà de la résolution ou pas des sujets de dérèglement climatique. Donc, je trouve que ça illustre bien ce que c'est qu'une limite planétaire. Et puis ensuite, on voit bien que il y en a pas mal qui sont déjà dépassés, malheureusement. Donc, le dérèglement climatique, on en parle souvent, mais aussi le sujet de la pollution chimique qui est un enjeu majeur aujourd'hui. Perturbation des cycles biogéochimiques, c'est tout ce qui est lié aux intrants et notamment dans l'agriculture et l'agriculture intensive avec des sujets de nutriments qui sont injectés de manière trop forte dans l'environnement et qui créent des dérèglements majeurs. Le sujet de l'eau douce sur lequel on reviendra. Voilà, je passe pas tout en détail, mais je pense qu'aujourd'hui, finalement, le message à retenir, c'est que si on veut s'intéresser à une économie durable, si on maîtrise pas finalement un minimum ce référentiel des limites planétaires et de quelles sont les limites à ne pas dépasser, on se retrouve dans une situation où on n'est pas en bonne maîtrise du sujet. Si je continue, donc aujourd'hui, on voit bien que ces sujets-là, qui sont des sujets qui se jouent à l'échelle Terre, en fait, ils sont très présents aussi à l'échelle de notre territoire. Et donc, notre territoire, si on focalise juste sur la partie réchauffement climatique, on voit bien que les effets du réchauffement climatique en région PACA sont particulièrement prégnants, avec un sujet autour de l'eau, de la pluviométrie, donc d'attention sur la ressource en eau, des sécheresses qui peuvent derrière développer des risques d'incendie beaucoup plus graves, beaucoup plus grands. En fait, je n'ai pas besoin d'aller trop dans le détail pour comprendre qu'aujourd'hui, sur le pourtour méditerranéen, et donc dans notre région PACA en général, mais aussi en remontant jusqu'aux Alpes, on a finalement des effets qui sont extrêmement forts. Et donc, ce concept de limite planétaire, il n'est pas conceptuel. On le ressent de plus en plus au quotidien, y compris et notamment sur notre territoire. Et ça va être de plus en plus le cas dans les années à venir. Ce qu'il faut retenir aussi, et ce qu'on a partagé de manière très forte finalement dans les fondamentaux qu'on a posés dans cet accompagnement, c'est le lien qu'il y a entre le développement économique. Finalement, on est de nouveau sur un sujet plutôt macroéconomique, entre le développement de notre civilisation et de notre développement économique et le dépassement de ses limites planétaires. Je ne vais pas aller dans le détail de tous ces schémas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la partie droite, on voit l'accélération finalement de ce dépassement des limites planétaires, pour faire très simple. Sur la partie gauche, on voit l'accélération de notre développement, donc la population mondiale qui augmente, notre PIB global qui augmente, de plus en plus de gens qui vivent en ville, qui consomment de l'eau, qui se déplacent, etc., etc. Et donc, on voit qu'il y a quand même une corrélation forte qui laisse penser, si certains d'entre vous en doutaient encore, et je ne pense pas, qu'il y a une corrélation directe entre finalement ce dépassement des limites planétaires et notre modèle civilisationnel et notre modèle de développement en général. Et donc, on est dans un développement justement économique qui n'est pas durable aujourd'hui, puisque plus on se développe, plus on dépasse les limites planétaires et plus on va dans des systèmes qui risquent de nous poser de graves soucis à l'avenir. Donc, je m'arrête là sur la partie environnementale. C'est pas le but de vous faire un cours complet sur les limites planétaires, mais voilà, le sujet majeur, c'est ça, c'est qu'il y a un lien direct entre finalement le développement économique et le dépassement de ces limites planétaires. En parallèle de ça, si on revient sur la partie plancher social, et là je ne vais pas y passer beaucoup de temps parce qu'on est tous parfaitement conscients finalement de ce qui fait finalement quels sont les besoins fondamentaux de citoyens. Aujourd'hui, on a un certain référentiel qui est poussé par la théorie du donut,
Mais finalement, quel que soit le référentiel, c'est pas le plus important. On sait bien qu'on a besoin, encore une fois, de l'accès à de la démocratie, à de l'éducation, à de la santé, à un minimum de revenus, à de l'emploi, etc., etc. Et donc, le constat aujourd'hui, c'est qu'à l'échelle planétaire, on ne respecte pas ce plancher social. Bon, je pense que c'est nouveau pour personne et qu'il y a des sujets quand même qui sont compliqués au niveau macroéconomique sur ces sujets-là. Et donc, si on prend le donut dans sa globalité, le constat aujourd'hui, quand on s'intéresse aux enjeux de la transition, c'est de prendre conscience que, à la fois, on ne permet pas à l'ensemble des citoyens d'accéder aux besoins fondamentaux et en même temps, on dépasse notre plafond environnemental. Et pourtant, finalement, voilà, on a envie de se dire, mais comment est-ce qu'on arrive à revenir à l'intérieur du donut? Alors, je reviendrai sur ça après, mais peut-être un focus particulier sur la différence entre des pays dits développés et des pays dits en voie de développement, sans aller dans le détail de qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Mais voilà, on voit que, vue macroéconomique, vue hélicoptère, et même si je suis parfaitement conscient que dans des pays dits développés comme la France, il y a des enjeux sociaux qui sont énormes, mais vu statistique, on va dire de très haut, on permet plus ou moins, voilà, pas trop mal, de permettre à notre population d'accéder aux besoins fondamentaux qui ont été cités précédemment. Donc voilà, on permet de permettre à tous d'avoir accès à de la démocratie, à de la santé, à de l'éducation, etc. Par contre, on a des modes de consommation dans les pays développés qui dépassent largement les limites planétaires, et donc on a un sujet qui est plus plafond environnemental que plancher social, même si encore il y a des enjeux sociaux qui sont énormes. Et en parallèle, si on fait le parallèle avec les pays dits en voie de développement, on est plutôt sur un schéma opposé, où finalement leur mode de consommation fait qu'ils ne, voilà, ils ne sont pas dans un dépassement fort des limites planétaires, voire même ils les respectent. Par contre, on a un énorme sujet d'accès aux fondamentaux sociaux, sachant qu'aujourd'hui sur la planète, on est, je sais plus, 7 ou 8 milliards. On est plutôt 1 milliard dans les pays dits développés et 6 ou 7 dans les pays en voie de développement, que ces pays en voie de développement ont envie d'accéder à finalement à un niveau de vie qui correspond à quelque chose qui est confortable et qui ressemble un peu plus aux pays développés. Et en même temps, on voit bien que déjà à 1 milliard, on dépasse le plafond environnemental. Si on commence à faire du copier-coller pour 8 milliards, on va largement dans le mur. Et donc, c'est tout le sujet finalement de comprendre au niveau macroéconomique cette théorie du donut qui dit mais comment finalement on arrive à développer un système économique qui permet à l'ensemble des citoyens d'être à la fois au-dessus du plancher social et en dessous du plafond environnemental, sachant qu'il y a un sujet de transition qui ne sera pas le même dans des pays développés ou des pays en voie de développement. Donc ça, c'est un peu la première base fondamentale théorique sur les enjeux de la transition. La deuxième, finalement, elle est de s'intéresser finalement à pourquoi on en est arrivé là. Et enfin moi, c'est quelque chose d'assez caricatural et de très simplifiant, mais je pense qu'il est assez vrai finalement. C'est que je pense que dans notre développement ces 150 dernières années, depuis la révolution industrielle, on vit dans un monde où finalement on a accès à des ressources qui sont abondantes et pas chères et qui ont fait qu'on a développé des systèmes qui sont très linéaires, des systèmes économiques très linéaires qui consistent à extraire de la matière première, à la transformer, finalement à la consommer et puis à la jeter. Et en fait, on fait ça plus ou moins vite en fonction des secteurs d'activité et des biens de consommation. Évidemment, on jette plus vite un pot de pommes potes qu'on donne à nos enfants qu'un avion. Mais en fait, un avion, il a beau durer 40 ans, ça reste un modèle très linéaire. On finit avec des cimetières d'avions aujourd'hui partout dans le monde. Donc en fait, cette économie linéaire, elle est quand même assez globalement la base de nos modes de consommation. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que même si on est assez cynique et qu'on n'est pas très intéressé par l'accès aux besoins fondamentaux pour l'ensemble des personnes sur la planète et que tant pis pour les limites planétaires, même si on voit bien que c'est un peu compliqué quand même de passer outre. Et finalement, il y a aussi un sujet profond qui est de dire est-ce qu'en 2025, on est encore dans une économie où les ressources sont abondantes et pas chères, ou est-ce qu'on est en train de rentrer dans un nouveau cycle économique où les ressources finalement qui ont fait l'essence dans notre moteur industriel ou dans notre moteur économique est en train de changer avec des ressources qui sont de plus en plus rares et de plus en plus chères et qui vont nous obliger finalement, y compris dans les pays développés, à nous réinventer parce que finalement la manière dont on a de consommer l'ensemble de nos biens de consommation et de notre mode de vie en fait ne fonctionnera plus éternellement dans un modèle linéaire et donc on se doit de développer des économies beaucoup plus circulaires. Alors, finalement, si on est d'accord avec ça, et je suis prêt à ce qu'on en discute et qu'on en débatte, mais en tout cas, une fois posés ces fondamentaux, on voit bien qu'on est finalement au devant d'une mutation économique qui est de plus en plus, enfin, qui s'annonce être assez profonde et assez rapide, ou très profonde et très rapide, où il faut complètement réinventer la manière de se déplacer, de se nourrir, de se loger, de consommer des biens divers et variés, de produire de l'énergie, etc., etc.
Et donc, c'est une mutation qui va fortement nous bousculer. Et la conclusion de tout ça, et c'est là où on a envie de vous amener, c'est qu'on voit bien que ce sujet qui est très macroéconomique jusqu'à présent, on voit bien que c'est un enjeu qui est réellement stratégique pour toutes les organisations. Mais toutes les organisations, moi je travaille beaucoup avec des organisations économiques un peu traditionnelles de l'économie commerciale, on va dire, des PME, ETI ou grands groupes qui développent des modèles économiques d'entreprise commerciale, mais on voit bien que si on s'intéresse à l'enjeu de l'économie sociale et solidaire, en fait, c'est pas parce que l'économie sociale et solidaire est bien ancrée sur la volonté d'avoir de l'impact, notamment de l'impact positif social, c'est quand même ça le sujet numéro un, même s'il y a plein de manières de faire de l'économie sociale et solidaire, c'est pas pour autant que les modèles économiques sous-jacents sont prêts à absorber finalement cette mutation qui est extrêmement profonde et rapide. Je sais pas si on donne un exemple, si vous êtes un acteur qui va faire du service à domicile pour aider des personnes dans le besoin pour différents services à domicile. Ben, on voit bien que ces modèles économiques aujourd'hui reposent en grande partie sur la voiture parce qu'on a besoin de se déplacer, notamment en ruralité, mais y compris en ville. On voit beaucoup que cette approche finalement de l'action sociale et de l'aide à domicile n'est pas basée beaucoup sur les transports en commun. Et ben, qu'est-ce qui se passe si demain l'essence devient de plus en plus chère ou si on doit réduire nos consommations d'énergie fossile pour réussir la transition? Est-ce que finalement le modèle tout électrique fonctionnera? À quel point ça sera au même niveau économique? Enfin là, c'est juste pour vous illustrer que ça pose énormément de questions, mais c'est pareil sur le sujet, j'en sais rien, du sport et loisirs. Si demain on fait du sport, mais dans des endroits, je sais pas, comme à la montagne par exemple, dans certains de nos territoires qui dépendent finalement un petit peu de l'enneigement, on voit bien que ce sujet des limites planétaires va venir bousculer profondément les modèles économiques, mais ça sera pareil aussi pour le tourisme en été, si dans le Verdon il n'y a plus d'eau. Enfin, vous connaissez ces sujets par cœur, mais voilà, il faut être conscient que c'est pas parce qu'on fait du bien aujourd'hui ou qu'on essaye de faire le plus de bien possible à travers un modèle qui est très économie sociale et solidaire qu'il n'y a pas un sujet majeur autour du modèle économique et de sa pérennité. Voilà pour un peu étendre. Et je crois qu'il y avait juste une question que j'ai vu apparaître. Si on a une minute en plus, on peut. Le but, c'est de répondre aux questions après, mais je crois qu'il y avait un sujet sur la spoliation des ressources. Ouais, c'est ça. Sur le sujet quand tu parlais des ressources peu chères. Exactement. Mais finalement, ça revient un peu au même. C'est que je pense, enfin, ça revient au même. Non, il faut approfondir dans ce sens-là. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que même si les ressources étaient dites abondantes et pas chères, elles étaient surtout abondantes parce qu'elles profitaient à très peu de personnes. On est complètement aligné là-dessus. Et que si on avait dû les partager largement, elles auraient peut-être été un peu moins abondantes et un peu plus chères déjà. Mais aujourd'hui, c'est le cas avec le développement économique de pays en voie de développement qui ont envie de se développer, qui méritent de se développer et qui ont les moyens de se développer. On va devoir mieux partager et avec des ressources qui sont peut-être pour certaines un peu moins accessibles. Je pense notamment par exemple à l'eau qui est une ressource majeure. Voilà, l'accès à l'eau, il y aura des sujets. Alors, l'accès à l'eau, c'est plus local, donc c'est peut-être pas le bon exemple. Mais sur le sujet des énergies fossiles, typiquement, qui est le moteur de toutes nos économies, évidemment que si certains pays ont besoin de ces énergies pour se développer, il y en aura peut-être un peu moins. En tout cas, il faudra mieux les partager. Pareil sur les ressources minières. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transition énergétique. On voit bien que ça tire finalement des enjeux majeurs sur l'utilisation de certains minerais et de matériaux et de terres rares, etc. Voilà, à quel point ces matériaux seront partagés demain, en tout cas, est-ce qu'on sera dans un modèle très, voilà, on est quand même un peu en train de spolier quelque part. Je suis pas sûr que ça soit la même économie demain. Et puis deuxième question, s'il nous reste 30 secondes. Ouais, faut-il envisager une croissance nulle, voire négative, pour rester dans les limites planétaires? Voilà, c'est un grand débat, croissance, décroissance, post-croissance, etc. Pour être totalement franc, c'est un débat qu'on essaye d'éviter au maximum parce que ça crispe et que moi, je suis pas là pour crisper les gens, je suis là pour les aider à avancer. Je pense que dans votre écosystème de l'économie sociale et solidaire, on est un peu plus ouvert à ce genre de débat et de discussion. Voilà, je pense qu'il faut pas caricaturer, mais ce qui est sûr, c'est que la croissance telle qu'on l'a connue aujourd'hui, et on l'a vu dans le schéma que je vous ai montré sur le lien entre le développement économique et le dépassement des limites planétaires, clairement, on peut pas rester dans un système finalement où le moteur de la croissance sont des dépassements de limites planétaires et des ressources qui en fait ne pourront pas être là indéfiniment. Donc je pense effectivement que ça crée un débat. Voilà, mais on va pas faire ce débat maintenant. Le but, c'était surtout de vous partager encore une fois quels sont les éléments de langage et les fondamentaux théoriques qui sont la base de nos réflexions pour que vous sachiez avec quoi arrivent les diagnostics que vous recevez dans vos missions. Merci Sylvain. Effectivement, face à ces constats, on s'est posé la question de comment les prendre en compte dans le DLA. Donc, très rapidement, pour recontextualiser, dans le travail des opérateurs DLA, il y a une phase qui est vraiment essentielle, la phase de diagnostic,
où le chargé de mission DLA va faire une photographie, un état des lieux à 360 des fonctionnements de la structure. Donc jusqu'à présent, on aborde les questions de modèle économique, les questions de gouvernance, d'organisation interne, etc. Et du coup, se pose la question dans ce travail de diagnostic, comment on intègre ces enjeux de transition écologique, comment on les questionne. Du coup, dans la deuxième partie de ce webinaire, on va vous présenter justement comment on a intégré ces questionnements, comment on a fait évoluer nos outils métiers pour les prendre en compte, non pas comme un bloc supplémentaire dans le diagnostic, mais vraiment comme une colonne vertébrale tout au long. Et on le verra, c'est finalement lié au sujet du modèle économique, à des enjeux de gouvernance, etc. Donc, c'est aussi comment on intègre de manière transversale ces enjeux dans notre manière d'analyser finalement les fonctionnements des structures de l'économie sociale et solidaire. Évolution des diagnostics, de fait, veut dire impact potentiel sur les plans d'accompagnement. L'idée n'est pas de dire que tous les accompagnements DLA traiteront désormais des enjeux de transition écologique. Pour certains, ça peut être une thématique à part entière, mais comment elles vont un petit peu infuser finalement tous les sujets, les sujets qui seront traités dans l'accompagnement DLA. Par exemple, quand on fait un accompagnement sur la consolidation du modèle économique, comment ces enjeux sont intégrés dans la demande qu'on fait aux prestataires. Donc du coup, là, pour la deuxième partie, donc on va voir comment intégrer ces enjeux dans les modèles économiques de l'ESS et un petit peu plus en détail comment nous, on l'a intégré dans notre métier de diagnostiqueur DLA. Et je crois que ça fait le lien avec une des questions qui était aussi comment avoir ce débat sans que cela crispe. Moi, je pense que c'est extrêmement compliqué à répondre à cette question. Je pense qu'on est tous confrontés à ça. Mais le plus on arrive à rentrer par un sujet économique et le plus on crée d'alignement entre le sujet économique qui est quand même le sujet numéro un et notamment dans l'ESS, surtout dans un monde aujourd'hui où finalement on voit bien le contexte politico-économique qui va pas vers de plus en plus de besoins, de moyens pour répondre à l'ensemble des demandes auxquelles on devrait répondre. Et donc il y a un sujet finalement de modèle économique, par l'économique finalement, y compris dans vos écosystèmes associatifs et du monde de l'ESS. Et donc, le plus on arrive à montrer qu'il y a un alignement entre les deux, le mieux on se porte dans ce débat et on le dérisque en se disant que, OK, on n'est pas là pour avoir le débat, est-ce que la Chine pollue trop ou je sais pas quoi, mais on est dans le cœur du sujet des personnes qu'on accompagne. Et effectivement, comme le disait Mathilde, l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter la manière dont on a eu d'essayer de trouver des liens entre finalement les travaux qui sont déjà faits aujourd'hui dans les diagnostics et la manière d'intégrer ces réflexions sur les enjeux extra-financiers finalement et de voir comment ça impacte. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un peu les outils qui existaient déjà aujourd'hui. On voit bien que dans le cas des diagnostics, il y a déjà des analyses de modèles économiques. Là, j'ai pris l'exemple d'un business model canvas qui est juste une manière de représenter un modèle économique et de comprendre la création de valeur et de se dire, OK, mais la manière dont on analyse un modèle économique aujourd'hui, comment il va changer demain si on veut intégrer ces enjeux de la durabilité. Pareil, j'ai l'exemple du business model environment, c'est juste un modèle pour faire des études de marché. Et finalement, quand on est n'importe quel acteur économique, on essaye de développer un modèle, il faut comprendre son marché et de montrer finalement comment ces enjeux de la durabilité viennent impacter la manière de réfléchir à une étude de marché. Troisième exemple, on a le SWOT que vous connaissez tous par cœur. Quelles sont les forces, les faiblesses, les risques, les opportunités d'une organisation et de montrer encore une fois le lien. Le speedbot, c'était assez particulier avec un exercice qu'on avait fait. Mais finalement, voilà, on a essayé dans cet accompagnement de créer du lien, non pas en réinventant, comme le disait Mathilde, un outil à part décorrélé de ce qui est déjà fait dans les diagnostics, mais de montrer plutôt comment on peut infuser dans les diagnostics ce sujet de la durabilité. Et il y a un sujet majeur qui est ressorti et sur lequel on a passé pas mal de temps, qui est l'analyse de double matérialité, parce que c'est un socle de réflexion et pour le coup ça c'est un peu différent, on va dire, c'est quelque chose qu'on rajoute un peu, mais finalement vous allez voir que c'est plein de bon sens pour comprendre finalement et avoir les clés pour infuser finalement ces outils diagnostiques. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va passer un peu de temps là-dessus parce que le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que tout le monde ne maîtrise pas ce concept de double matérialité et donc je vais vous le présenter rapidement. Et le but, c'est d'espérer que vous puissiez comprendre, avoir les fondamentaux théoriques de ce principe, puisque c'est quelque chose qui va vous revenir finalement potentiellement via les diagnostics. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un enjeu matériel pour une organisation? On pourrait remplacer matériel par important, si vous voulez. C'est quels sont les sujets qui sont importants vis-à-vis ou au regard du modèle économique de l'organisation.
Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la notion d'importance, je vais revenir sur la notion de matérialité, finalement, elle peut être vue par deux prismes complémentaires, un prisme très financier et un prisme impact. Le prisme financier, c'est de comprendre que les enjeux sociaux et environnementaux dont on a parlé dans la première partie peuvent avoir un impact financier pour le modèle économique de l'organisation. On va revenir après avec des exemples. La matérialité d'impact, c'est de comprendre que l'organisation elle-même, de par son activité, peut avoir de l'impact positif ou négatif sur les sujets socio-environnementaux dont on a parlé précédemment. Et donc, le principe de double matérialité, c'est de comprendre que quand on s'intéresse aux enjeux de durabilité, il faut avoir ce regard dans les deux sens, à la fois du côté matérialité financière et du côté matérialité d'impact. Et c'est ça qu'on appelle double matérialité. C'est aussi simple que ça, mais on va y passer un tout petit peu plus de temps pour qu'on comprenne bien les fondamentaux. Alors, premier sujet, je focus sur la matérialité financière. La matérialité financière, du coup, c'est bien, est-ce que les sujets environnementaux et sociaux peuvent avoir un impact financier un impact sur la performance financière de l'organisation? Et en fait, l'impact, je ne vais pas parler d'impact, mais en tout cas, ce sujet finalement de lien avec la performance financière avec l'entreprise, ça peut être soit des risques, et on voit souvent des risques en fait apparaître. Je suis une association qui accompagne je sais pas, rendre le sport d'hiver accessible à tous dans les stations de ski. On voit bien que si demain il y a moins d'enneigement, la capacité de l'association en question à développer un modèle économique, il est à risque. Donc le risque, en fait, c'est une baisse potentielle du revenu et du chiffre d'affaires. C'est ce qu'on voit ici dans la partie risque. Mais ça peut être aussi des coûts qui augmentent, encore une fois. Parce que finalement, parce qu'il y a du dérèglement climatique, parce qu'il y a des réglementations plus fortes et qu'il faut décarboner l'industrie, peut-être que le pétrole va devenir plus cher, qu'il va falloir racheter des voitures qui sont électriques, que c'est un coût d'investissement et qu'en fait, ça va augmenter les coûts de l'association. On voit souvent la partie matérialité financière par du risque, et c'est vrai que c'est beaucoup de risques sous-jacents, mais ça peut être des opportunités aussi, en se disant que parce que le monde change, ça ouvre des nouvelles opportunités pour des acteurs de l'ESS qui vont se développer sur une certaine frange. Je ne sais pas si par exemple on est sur un acteur qui est là pour aider à maintenir des activités en préservant l'eau par exemple, mais ça peut être une opportunité de développement parce que l'eau devenant de plus en plus rare et de plus en plus chère entre guillemets, si vous arrivez à développer des modèles qui sont beaucoup plus respectueux de la ressource en eau, ça peut être des vrais potentiels de développement. Voilà, donc l'idée, c'est de voir la matérialité financière, oui, comme un risque, parce que c'est quand même avant tout des risques pour les modèles économiques, mais ça peut être aussi des opportunités de développement économique ou de réduction de certains coûts. Donc voilà ce que c'est que la matérialité financière. Si on en vient à la matérialité d'impact cette fois-ci, et ça c'est un sujet, alors moi je fais ce genre de formation auprès d'acteurs de l'économie, j'ai envie de dire un peu plus traditionnel, commercial, où ils maîtrisent pas du tout ce genre de sujet. Là je suis face à un public, je pense, qui maîtrise mieux la notion d'impact, mais quand même c'est bien de rappeler ce que c'est que l'impact. Donc l'impact d'une organisation, c'est quoi? C'est l'ensemble des effets, qui soient bénéfiques ou néfastes, pour des parties prenantes, qui sont produits par une activité, donc par l'activité de l'entreprise en question, de l'organisation en question, sur une période donnée. Donc l'impact, ça se mesure sur une période, un peu comme on peut mesurer des sujets financiers. Donc c'est quelque chose qui peut être attribué causalement, parce que voilà, il y a des effets des activités. Pour des parties prenantes, parce que si c'est pour personne, on peut passer voilà, si c'est pour personne, en fait, il n'y a pas d'impact. Et sur une période donnée, ce qui permet de le mesurer. Donc finalement, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que autant dans la partie matérialité financière, le sujet numéro 1 à retenir, c'est risque et opportunité. Dans la partie impact, ce qu'il faut retenir, c'est impact positif, impact négatif. Parce qu'encore une fois, quand on parle d'impact, c'est pas que des impacts négatifs. Alors oui, quand on parle environnement, souvent c'est des impacts négatifs environnementaux parce que par exemple on a des émissions carbone et qui fait qu'on contribue négativement au dérèglement climatique. Mais il y a plein d'impacts positifs et négatifs qui peuvent être générés par des organisations, surtout dans le monde de l'ESS où il y a un vrai sujet de focus sur l'impact positif social. Et donc ça fait le lien aussi sur les sous-catégories. C'est intéressant de voir l'impact comme une matrice à deux dimensions. Il y a de l'impact positif, il y a de l'impact négatif qui touche les fondations sociales ou les limites planétaires. Ou alors on pourrait dire le social ou l'environnemental. Et donc en fait, quand on s'intéresse à l'impact d'une organisation, c'est intéressant d'avoir en tête cette matrice de 4 cases, il n'y en a pas trop, ça va, mais d'arriver à identifier, moi en tant qu'organisation, quels sont mes impacts positifs sociaux, quels sont mes impacts positifs environnementaux, quels sont mes impacts négatifs sociaux et quels sont mes impacts négatifs environnementaux. Donc là, c'est vraiment le b.a.-ba
des sujets de qu'est-ce que c'est que la double matérialité et qu'est-ce que c'est que la matérialité de certains enjeux. Et du coup, on sait aussi, pour revenir à un peu de référentiel, je vous ai partagé ici des normes qui s'appellent les ESRS, les European Sustainability Reporting Standards, qui sont en fait les normes autour desquelles on développe tout un tas de réglementations. Vous n'avez pas besoin de retenir ça par cœur, c'est juste pour comprendre que finalement, on retrouve autour de ces grands enjeux de pilotage de l'impact les sujets du climat, de la pollution, des ressources, de la biodiversité, de l'économie sociale et solidaire, enfin de l'économie circulaire, pardon. Et puis sur le social, ce qui est important à retenir, c'est qu'on ne s'intéresse pas uniquement au social dans l'entreprise. Évidemment, les collaborateurs sont un point de focal quand on réfléchit impact social d'une organisation. Évidemment, on s'intéresse aux acteurs de l'entreprise, aux collaborateurs, mais aussi évidemment aux usagers et consommateurs finaux. Ça, c'est le vrai focus que vous avez dans l'ESS avec une vraie approche finalement d'impact social pour des bénéficiaires, mais aussi tous les travailleurs de la chaîne de valeur qui ont été mis à contribution pour développer cette proposition de valeur, et aussi les communautés locales. Par exemple, si vous avez un site d'exploitation quelque part, finalement, il y a des communautés autour. Je ne sais pas si, par exemple, on récupère des déchets organiques pour les transformer en engrais bio et qu'on développe un nouveau mode d'agriculture beaucoup plus sain pour les sols, c'est génial. Mais si l'endroit où vous mettez votre usine de transformation, il y a des voisins et que c'est malodorant, il peut y avoir des impacts négatifs aussi pour les communautés locales qui sont autour de ce site-là. Donc voilà, donc c'est tout ça qu'on essaye d'explorer quand on regarde finalement ces sujets d'impact. Alors je vais vous faire le lien très rapidement entre maintenant qu'on a compris ce que c'était finalement que le prisme qu'on a finalement sur lequel on a formé les équipes sur les enjeux de durabilité à la fois d'un point de vue financier, risque et opportunité, et d'un point de vue impact. Comment on fait le lien avec les outils existants? Mais typiquement, quand on s'intéresse à un modèle économique d'une organisation, ce que nous on suggère de rajouter au cœur de l'approche, c'est déjà de comprendre quelle est la mission de l'organisation. Là, encore une fois, dans le monde de l'ESS, c'est assez simple parce que vous avez généralement une mission qui est déjà portée par ces acteurs-là, mais c'est pas toujours vrai dans l'économie plus traditionnelle ou plus commerciale. D'identifier les bénéficiaires, pareil, c'est quelque chose d'assez naturel dans l'ESS, mais il n'y a pas que les clients dans la vie, il y a aussi les bénéficiaires et c'est pas toujours les mêmes, c'est pas toujours les bénéficiaires qui sont clients. Et donc, c'est important de comprendre que voilà, quand on va réfléchir impact, c'est pas que les clients qui sont touchés, mais il y a potentiellement d'autres acteurs. Et le sujet majeur en haut, d'arriver à identifier les impacts positifs et négatifs. Encore une fois, dans l'ESS, je pense que le focus impact positif social, il est assez fort. Le focus impact négatif social, c'est moins sûr, parce que c'est pas parce qu'on est dans l'ESS qu'il n'y a pas des sujets de, je sais pas, de burn-out dans les organisations ou ce genre de choses qui sont des vrais impacts négatifs sociaux. Et puis, je pense qu'il y a une pas assez bonne prise en compte des impacts environnementaux, qu'ils soient positifs ou négatifs, alors souvent négatifs, pour mettre en lumière finalement des risques derrière en termes de modèle économique. Donc ça, c'est pour vous montrer ici un exemple pour illustrer qu'en partant, donc là on est plutôt sur la matérialité d'impact, en partant du modèle économique et en comprenant quels sont les impacts d'un modèle économique et en étant très propre là-dessus, en fait, on fait le lien avec le donut, on voit comment l'entité vient contribuer positivement ou négativement aux sujets sociaux et environnementaux. Donc voilà, on voit le lien entre, c'est ce qu'on appelle vraiment la matérialité d'impact, l'impact d'une organisation qui vient toucher les sujets qui sont plus macro. Et si on vient dans l'autre sens sur la partie, non là on est plus dans l'autre sens sur la partie financière. Sur la partie financière, finalement, la meilleure manière de visualiser le lien entre les enjeux socio-environnementaux et le cœur du modèle économique d'une organisation, c'est par exemple le SWOT, qui est rien d'autre les forces, faiblesses, risques et opportunités. Bon, dans risques et opportunités, il y avait déjà risques et opportunités, donc c'est assez simple à identifier. Mais ce qui est moins simple, c'est quand on fait son analyse de risque ou son analyse d'opportunité, qu'on soit parfaitement conscient du contexte macroéconomique dans lequel on se situe et qu'il y a certains risques qui aujourd'hui, malheureusement, trop souvent, ne sont pas assez bien pris en compte dans les analyses stratégiques. Et donc voilà, encore une fois, de comprendre finalement les dépendances de son modèle économique à certaines ressources, à certaines réglementations, etc., font potentiellement nourrissent des risques et des opportunités. Donc c'est là où on voit le côté matérialité financière, c'est ce qui va se passer autour de l'entreprise, autour de l'organisation. Et par exemple, je sais pas, il y a un dérèglement climatique qui va pousser finalement les États à développer des nouvelles réglementations qui vont impacter avec des risques ou des opportunités les acteurs de l'ESS. Donc voilà un peu la partie matérialité d'impact.
Et puis peut-être je te laisse et puis on peut répondre à quelques questions aussi peut-être. Mais Ouais, et du coup, cette slide me permet en plus de répondre à certaines questions dans le chat. Première question sur le lien avec des outils qui sont développés aussi par ailleurs par ESS France. On est en co-construction avec eux, c'est-à-dire qu'on partage nos avancées sur le sujet. Et effectivement, cette thématique de double matérialité fait vraiment aussi consensus sur comment on aborde ces enjeux de transition écologique dans le DLA et dans l'ESS. Donc, on est vraiment sur des outils similaires avec ces deux entrées-là. Et deuxième question, est-ce que ces indicateurs d'impact sont intégrés dans le diagnostic DLA désormais ou le seront? Donc là, ça me permet vraiment d'aborder le sujet, en fait, ce que ça change pour vous en tant que prestataire DLA. Effectivement, donc tous les opérateurs DLA de la région ont été formés pendant 2 jours sur comment intégrer les enjeux de transition écologique dans le diagnostic DLA en fin d'année 2024. Et depuis, on expérimente cette mise en œuvre. Par exemple, pour le DLA régional, l'analyse de double matérialité est systématique pour tous les diagnostics DLA désormais. Et ensuite, pour les autres DLA, ça dépend des niveaux d'appropriation et des structures qui sont diagnostiquées. Mais dans tous les cas, on va sur une prise en compte croissante de ces enjeux et de ces analyses dans nos diagnostics DLA. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire s'ils sont intégrés dans ces diagnostics? Forcément, il y a un impact dans les cahiers des charges, avec pour vous soit des compétences à développer ou à mobiliser, parce que je ne doute pas que pour beaucoup d'entre vous, ce sont déjà des compétences qui sont présentes dans votre portefeuille et dans votre profil. Là, on a 2 cas de figure. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Le premier cas de figure, qui sera le plus général, c'est une thématique d'accompagnement qui ne sera pas une thématique principale sur les enjeux de transition écologique à proprement parler. Par contre, l'analyse de double matérialité va infuser en fait toutes les propositions d'accompagnement qui pourront être faites. Je pense que l'exemple sur lequel l'illustration est la plus tangible est sur les accompagnements sur le sujet de la consolidation du modèle économique, où vraiment là on va venir aussi questionner la pérennité de la structure de l'ESS en prenant à la fois en compte le sujet du plancher social et le sujet des limites planétaires. Donc forcément, en termes d'appréhension de la thématique d'accompagnement, il y aura un besoin de prendre en compte ces enjeux-là. Une autre question, je n'ai pas suivi cette formation, ça a dû m'échapper. Il y a d'autres sessions prévues en 2026. La formation est à destination des opérateurs DLA, donc des chargés de mission DLA, avec vraiment cet enjeu de faire évoluer les diagnostics. Ensuite, sur la partie qui vous concerne, c'est vraiment ce webinaire qui vous donne les informations de base. En fait, c'est le socle commun et notre philosophie sur comment on aborde la transition écologique dans le DLA en région PACA. Et ensuite, finalement, j'ai envie de vous dire, on l'aborde comme tout autre sujet, où c'est aussi le cahier des charges et le diagnostic qui vous donneront des indications sur comment ce sujet est appréhendé pour chaque structure en particulier. Donc, on arrive à la fin de notre présentation. On a pris quelques questions au fil de l'eau, mais n'hésitez pas à en poser si vous en avez d'autres. Lors de la réponse au questionnaire, on en a relevé quelques-unes, donc on va peut-être commencer avec ça, en attendant qu'il y ait d'autres questions qui se... Hop. Donc, on a une première question donc sur le public sur la typologie. Ah oui, pardon. Est-ce qu'on aura accès au support de présentation? Il y aura une diffusion, il y aura le replay du webinaire qui sera accessible sur le site internet de la CRES. Donc, les acteurs de l'ESS ont des enjeux de pérennité à court terme à traiter avant de s'intéresser au plus long terme. Donc là, il y a une question sur la temporalité et la pérennité des structures. Là, j'ai 2 éléments de réponse. Le premier, effectivement, on est dans un
dans un contexte où même dans le DLA, on accueille de plus en plus de structures qui sont en situation de grosses difficultés économiques. Peut-être pour rappeler le cadre du DLA, donc ce n'est pas un dispositif d'accompagnement dans une situation de crise. Donc là, le DLA aura plutôt un travail d'orientation vers d'autres dispositifs si on est sur une situation vraiment urgente. Toutefois, on traite de plus en plus d'accompagnement sur des enjeux justement de consolidation du modèle économique, de diversification des ressources, etc. Mais justement, et la manière dont Sylvain l'a présenté, c'est vraiment notre philosophie dans le DLA sur comment on aborde la TE dans ce dispositif, c'est en fait comment en faire aussi une question stratégique. Et pour nous, c'est tout à fait évident qu'aborder les enjeux de transition écologique via le prisme de la double matérialité est un enjeu vraiment essentiel pour construire et consolider un modèle économique pérenne. Donc, du coup, ça nous paraît tout à fait prioritaire en l'abordant de cette manière-là. Peut-être en complément aussi, ce qu'on voit sur cette question de sujet, parce qu'on est conscient, est-ce que vous vivez dans l'ESS ou ce que l'ESS vit aujourd'hui d'enjeux de pérennité économique, croyez-moi, y compris dans les sociétés commerciales, les PME territoriales que je peux accompagner, pardon, on a des enjeux de pérennité économique qui sont largement plus hautes au niveau priorité que le sujet de la transition écologique. Donc, on est confronté au même sujet. Et néanmoins, je pense que c'est important de visualiser, y compris à court terme, à quel point il y a des sujets qui sont alignés dans le sens où le sujet de la transition peut parfois, dès aujourd'hui, être un sujet de pérennité du modèle économique. Et il le sera de plus en plus. Enfin, si je reprends juste l'exemple de ce qui a fait peut-être un des sujets des gilets jaunes à l'époque avec l'augmentation, enfin le sujet de taxe carbone, le sujet d'augmentation du prix du gasoil. Enfin, aujourd'hui, on voit bien que c'est pas comme si on avait réussi à faire redescendre le prix de l'essence à la pompe de manière drastique pour aider l'économie à mieux se développer. Et c'est pas pour rien, c'est que ça sera très difficile d'envisager que ça redescende. Donc on voit aujourd'hui que le prix aujourd'hui du carburant, par exemple, ou le prix et l'inflation en général fait du mal à nos modèles économiques. Mais si on est toujours dans un prisme en train de s'attendre à ce que ça s'améliore, on n'a pas la même manière de réagir que si on sait que c'est en fait structurel et que ça va pas s'améliorer en fait. Et donc je pense que, y compris dans les sujets très court terme économiques, c'est important de prendre en compte quels sont les sujets qui sont améliorables et ceux qui nécessitent de faire bouger le modèle. Donc c'est pas qu'un sujet de long terme, ce sujet de la transition. Je pense que de comprendre le monde qui évolue, ça touche très directement nos organisations aujourd'hui. Alors, je reprends d'autres questions dans l'ordre. Donc, on nous demande s'il y a une formation professionnelle, un organisme que nous conseillons pour aller plus loin dans le sujet de la transition écologique et ses outils d'accompagnement. En l'occurrence, il y a une offre assez importante sur le territoire. Nous, tout au long de cette démarche, on a travaillé donc avec le cabinet Lisi, qui est représenté par Sylvain aujourd'hui. Ensuite, si vous avez besoin de prise en charge OPCO, il y a les OPCO aussi qui ont des catalogues spécifiques en lien souvent avec les branches professionnelles. Donc voilà, je vous conseille de creuser un petit peu, mais c'est vrai que là-dessus, je pense qu'il y a une offre qui est quand même assez conséquente sur la région et on a même des propositions directes dans le chat. Oui. Je pense que c'est la question tu parlais de replay. Est-ce que les slides en tant que tels peuvent être partagés sur le site de la CRES ou c'est compliqué? Oui, on partagera aussi pas forcément que le replay. Ouais, je pense que le partage peut être téléchargeable. Une autre question ou un commentaire, c'est peut-être la réflexion, comment se repositionner à moyen terme et faire attention dans la gestion de crise de préserver le rebond. Là-dessus, sur ce commentaire-là, juste peut-être ce que j'évoquais effectivement sur de la crise pure et dure, si je puis m'exprimer ainsi. Le DLA, nous, on va avoir un rôle d'orientation vers d'autres acteurs sur le territoire qui ont cette expertise-là. Et effectivement, nous, on intervient plus sur de la consolidation et des enjeux de pérennisation. Donc, on est effectivement sur du moyen terme, mais aussi du long terme. Après, on va avoir un petit élément de contexte aussi, mais c'est certain qu'aujourd'hui, pour une organisation qui subit une crise, qui n'est pas juste une crise conjoncturelle, parce que c'est de passage et ça ira mieux, mais c'est assez structurel. Voilà, aujourd'hui, on est dans un monde où ça nécessite de se réinventer. Et donc, oui, de bien comprendre ces enjeux-là,
peuvent être un moyen de réfléchir à comment se repositionner sur le moyen terme et d'aller saisir les opportunités. Parce que oui, même s'il y a quand même pas mal de risques, il y a aussi beaucoup d'opportunités à aller saisir. Et donc, c'est l'occasion, dans des moments où on n'a pas le choix que de pivoter vers dans la bonne direction. Un autre commentaire, à partir du diagnostic, notre accompagnement doit réussir à trouver les leviers et marges de manœuvre pour y répondre. C'est là la difficulté. Je ne sais pas si c'est là la difficulté. En tout cas, c'est là effectivement l'enjeu de votre intervention dans le DLA. Peu importe la thématique qui est traitée, finalement, nous, ce que l'on voit en observation, c'est effectivement une complexification des plans d'accompagnement des structures qui sont accompagnées dans le dispositif. Et du coup, ce qu'on essaye de renforcer côté opérateur DLA, c'est la complémentarité entre différents dispositifs d'accompagnement pour que le consultant qui intervient stricto sensu dans la mission de DLA n'est pas une mission trop ambitieuse par rapport au nombre de jours qui sont alloués. Donc, il y a aussi un enjeu de complémentarité avec d'autres acteurs sur le sujet. Et après, effectivement, trouver les leviers et marges de manœuvre pour répondre au plan d'accompagnement, c'est effectivement votre travail en tant que consultant DLA. Et ça, peu importe les sujets qui sont traités. Après, moi, je peux témoigner aussi en tant que, parce que je suis moi-même consultant et j'accompagne des organisations. Alors, pas forcément exactement les mêmes, mais oui, c'est compliqué. Enfin, voilà, oui, c'est complexe. Clairement, s'il y avait des solutions simples, on le saurait. Mais c'est pas pour autant qu'en les évitant, ça s'améliorera. Et je pense qu'au contraire, il faut qu'on sache, et je pense que aussi dans votre accompagnement, je pense que vous avez un vrai rôle de contribuer à la sensibilisation et l'acculturation des organisations à ces risques qu'il faut prendre en compte. Et donc, je pense qu'au-delà de trouver des solutions, c'est aussi de les aider à bien définir le problème parce que c'est comme ça qu'on se donne le maximum de chances de les résoudre. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, des organisations dont le modèle économique est confronté à un sujet un peu structurel, c'est loin d'être simple. Mais ça l'était déjà, par exemple, dans une autre mesure, dans la transition digitale, par exemple. On voit qu'avec l'arrivée du digital, c'est venu perturber complètement tout un tas de modèles économiques. C'était pas si simple de l'appréhender pour plein de structures, mais c'est pas parce que c'est pas simple que si ça les empêchera pas de mourir si elles réussissent pas à le faire. Donc je pense qu'il y a aussi un sujet qui est extrêmement stratégique à les accompagner et à essayer d'y aller petit pas par petit pas entre guillemets, mais dans la bonne direction pour les aider à être celles qui sont le mieux positionnées, y compris pour capter demain des aides, parce qu'on voyait, on en discutait beaucoup dans les programmes d'accompagnement, mais quand on veut se financer dans le SS, il y a parfois des sujets d'aide, de subventions, etc. Il y a comment on dit, des financeurs qui sont de plus en plus regardants sur ces sujets-là. Donc, ne serait-ce que de les aider à s'approprier le sujet et à l'intégrer, même s'il n'y a pas toutes les solutions, déjà, ça peut permettre d'être un peu au-dessus de la pile et de pouvoir montrer qu'on s'est approprié le sujet. On changera pas le monde du jour au lendemain. Et puis, c'est pas chaque organisation dans son coin qui peut trouver toutes les solutions. Ça, on en est conscient. On est aussi conscient que des fois, quand on va trop loin dans l'impact, c'est au détriment du modèle économique. Et finalement, on peut même en mourir d'être trop bien disant. Donc, on sait aussi qu'il faut y aller au bon rythme, mais n'empêche qu'il faut y aller quand même. Une question pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. La durée d'intervention de DLA n'est-elle pas un frein pour envisager ce type de réflexion de fond avec les associations bénéficiaires? Faut-il imaginer des accompagnements dans le temps? Les accompagnements de DLA s'inscrivent déjà dans le temps parce qu'on est sur des missions, donc on va être entre 4 et 5 jours d'accompagnement, mais qui sont répartis dans le temps, et on est en réalité sur des durées d'accompagnement qui vont entre 3 et 9 mois en fonction de la thématique et de la structure qui est accompagnée, ce qui laisse le temps aussi de vraiment mettre en place ce qui est travaillé pendant les journées d'accompagnement lors de ce temps qui est plus long. Après, sur la question de la durée d'intervention, en fait, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ce sujet n'arrive pas en plus d'autres thématiques qui seront traitées dans l'accompagnement, mais bien un petit peu comme fil conducteur et comme colonne vertébrale de ces accompagnements-là. Du coup, ça n'a pas forcément d'impact en fait sur la durée qui est allouée à la mission DLA, c'est-à-dire, et c'est l'exemple
qu'on a déjà pris à plusieurs reprises. Hier, sur un accompagnement lié à la consolidation du modèle économique, on n'abordait pas forcément cette analyse de double matérialité du modèle. Et du coup, dans ce travail de projection stratégique et redéfinition d'un modèle économique et de différents scénarios, on prenait pas en compte toutes les vulnérabilités de la structure ESS. Aujourd'hui, on le fait, mais ça n'a pas forcément un impact sur la durée de l'accompagnement. Par contre, ça aura un impact sur comment on envisage et comment on visualise le travail qui sera mené et comment on va retravailler la stratégie de la structure avec elle. Je ne sais pas si tu veux… Non, mais en complément, je suis aussi complètement aligné. On ne réinvente pas un modèle économique en 3 mois, je suis conscient. Mais c'est là aussi où il faut être malin dans la manière d'adresser le sujet et allons-y tous ensemble, étape par étape. En tout cas, ce serait dommage d'éviter le sujet parce qu'on n'a pas assez de temps pour l'adresser. Je pense que justement, cet accompagnement de 3, 6, 9 mois permet déjà de poser les premières pierres. Et donc, c'est ça le sujet. J'ai une question pour toi, Sylvain. Que penses-tu du concept de robustesse? C'est une vaste question. J'aime beaucoup, c'est Olivier Hamon, je crois, qui porte ce sujet. Donc, moi, j'ai écouté ses conférences. J'adore en théorie, j'adore le sujet. C'est vraiment quelque chose qui fait énormément de sens. En pratique, c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un système qui pousse à la surperformance et à être toujours. Je pense que ça rejoint une autre question qui n'est pas évidente dans tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on discute là. C'est la différence entre l'application au niveau d'une organisation et l'application au niveau presque macroéconomique. Je pense qu'appliquer d'un point de vue macroéconomique, c'est extrêmement important de tendre vers plus de robustesse et alléger un peu le système de performance. Sauf qu'aujourd'hui, le système dans lequel il est drivé pour la performance. Et donc, pour une organisation d'être focus robustesse au lieu de performance, tu peux te retrouver un peu en décalage avec le système et à risque dans ton modèle économique. Donc, je pense que c'est tous ensemble qu'il faut arriver à aller vers plus de robustesse au détriment d'un peu de performance. Et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, rendre performant les modèles économiques les plus robustes, c'est là où je noie un peu le poisson, je suis désolé, mais je pense qu'on a besoin de rendre performants ces modèles économiques plus robustes. Voilà. Donc je pense qu'il y a un peu le meilleur des mondes à aller chercher. Sur le concept, j'adore. Sur sa mise en œuvre, c'est loin d'être simple. Et donc je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre être performant et être robuste. Et peut-être pour rebondir là-dessus, nous aussi, ce qu'on croit, c'est que les entreprises de l'économie sociale et solidaire, en l'occurrence, sont déjà investies sur certains pans sur le sujet de la robustesse. Et je l'ai vu dans un commentaire précédent par rapport aux coopérations territoriales. C'est aussi un enjeu sur lequel, quand on travaille cette double matérialité, forcément on aborde et on questionne la structure sur son intégration sur son territoire, sur l'intégration des diverses parties prenantes, etc. Donc, ce concept de robustesse, on l'a tous en tête, on essaye de s'y coller ou en tout cas de s'y rapprocher à chaque fois. C'est complexe, mais aussi, je pense, et ça c'est mon avis, faire une analyse de double matérialité pour les structures de l'ASS dans un diagnostic DLA, c'est questionner aussi les vulnérabilités et du coup, c'est aussi questionner la robustesse de la structure sur le long terme. Donc peut-être que la prise en compte aujourd'hui est imparfaite, mais en tout cas, c'est un concept qu'on a bien en tête et qu'on essaye d'approcher. Compléter un sujet, parce que là, j'avais pas vu passer le commentaire sur les coopérations territoriales, mais sachez que c'est un sujet qui a été énormément discuté dans des comités d'appui. Donc, dans le processus, comme le rappelait Mathilde, après avoir formé ou en tout cas travaillé avec les opérateurs du DLA sur ces sujets-là, on est allé au contact des comités d'appui qui représentent d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous faites partie de ces comités d'appui. Et le sujet des coopérations territoriales est ressorti comme très fort, parce que de la même manière, on voit, je crois qu'il y a Denis qui lève la main, on va venir à vous, Denis, on a vu, hein, excusez-nous. Mais du coup, le sujet des coopérations territoriales, de la manière que la robustesse paraît évidente, les coopérations territoriales apparaissent comme évidentes également. Et on va essayer de lire le… Ah, attendez, parce que là, j'essaye. Pouvez-vous… Alors… J'ai l'impression qu'il faudra transmettre l'accès aux questions, oui. Alors, normalement, sur votre petit point technique… Oui, normalement, il n'y a pas d'ouverture des micros, on est désolé, mais normalement, vous avez dans les 3 petits points autres, vous pouvez accéder à un chat. Et dans le chat… conversation. Non, vous n'avez pas accès à la conversation. Vous n'êtes vraiment pas privilégié, je suis vraiment désolé. Je crois Et est-ce que vous avez questions-réponses? Et si vous voulez, Denis, vous avez mon mail, envoyez-moi par mail et je transmettrai la question. On peut même le faire en live, vous envoyez le mail assez vite peut-être. Voilà.
Mais voilà, bon, pour finir sur les coopérations territoriales, on voit qu'il y a un énorme enjeu de recréer du lien, et notamment sur les territoires entre les différents acteurs économiques, notamment un sujet qui est ressorti, je vous donne un exemple comme un autre, mais on a beaucoup parlé notamment des ressources humaines dans le monde associatif. Un SMS, tu as ton téléphone, Non, Mathilde? j'ai mon téléphone. Dommage, je ne vais pas donner mon numéro de téléphone à tout le monde. Donc, elle n'a pas son téléphone, Mathilde, désolé. Et donc, du coup, oui, donc, ce qu'on a vu, c'est que typiquement, dans le monde des ressources, sur le sujet des ressources humaines dans le monde de l'ESS, on voit qu'il y a une partie où il y a des collaborateurs, et c'est important d'avoir évidemment des collaborateurs, collaboratrices dans le monde de l'ESS et dans les organisations. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal d'associations qui reposent sur du bénévolat, et on voit à quel point, moi, en parallèle, je discute avec des organisations plus commerciales, entre guillemets, voilà, des sociétés anonymes, SAS, et qui viennent pas du monde de l'ESS, mais qui sont en train de développer des démarches RSE. Dans le cadre des démarches RSE, il y a un vrai sujet de permettre aux collaborateurs de donner de son temps pour des organisations à impact ou pour des acteurs de l'ESS. Et donc, je pense que sur un territoire, de recréer du lien fort entre différents acteurs qui peut-être ne se parlent pas encore assez, je ne dis pas qu'ils ne se parlent pas du tout, et je pense qu'il y a des opportunités à développer. Et l'autre sujet qui était apparu comme très net, c'était le sujet de comment on essaye de capitaliser au mieux sur des actifs qui sont sous-exploités. Je vous donne juste un exemple bête, mais qui est très caricatural et c'est pas vrai pour tous, mais typiquement, vous prenez, je sais pas, un gymnase dans une école. Aujourd'hui, et même si ça se fait déjà, je sais que tout se fait, mais aujourd'hui, quand vous calculez le taux d'utilisation de ce site sportif, par exemple, parfois, on peut se rendre compte qu'il est sous-exploité. Et donc, de recréer des coopérations autour d'un territoire, autour d'un actif qui pourrait être mieux exploité, là, on est en plein dans les nouveaux modèles économiques, d'arriver à créer un maximum de valeur par rapport à l'investissement qui a été fait, parce que construire un gymnase, ça prend des ressources, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et donc ensuite, une fois qu'il est là, alors oui, peut-être que le coût de maintien ou de maintenance est un peu plus élevé s'il est plus exploité, mais c'est négligeable par rapport au coût de construction. Et donc, il faut qu'on arrive à capitaliser au mieux sur les actifs. De la même manière qu'on pourrait poser la question de modèle économique. Comment ça se fait aujourd'hui que quand on regarde les voitures dans la rue, elles sont, je crois, utilisées en moyenne 45 minutes par jour. Et peut-être qu'au lieu de produire toujours plus de voitures, il faut inventer des modèles économiques où on utilise déjà les voitures existantes. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des approches, et ces approches de modèles économiques un peu nouveaux, durables et à impact, ils se jouent particulièrement à l'échelle des territoires et à l'échelle des coopérations très territoriales. Donc, je pense qu'il y a énormément à aller creuser autour de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de recevoir le Denis, dernière mail de Denis? J'actualise ma boîte mail. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat en attendant? Non, j'ai vu tout à l'heure passer une demande de partage de contact pour suite à la question s'il y avait des offres de formation. Ce que je vous propose, c'est si vous êtes des acteurs dans ce champ-là, de partager votre contact directement dans la conversation. Comme ça vous permettra ensuite de prendre attache. Est-ce qu'on aurait loupé une question? Oui, donc là, il y avait cette question plutôt ce commentaire. Donc, et certainement aussi les accompagner, donc je suppose les structures de l'ESS, à y réfléchir dans de véritables dynamiques d'intelligence collective, y compris en associant leurs usagers et leurs principaux partenaires. C'est un petit peu le lien quand on parlait de coopération territoriale, d'autant plus que l'on est sur un sujet très systémique. Effectivement, c'est notre approche, en tout cas. Et peut-être sur le sujet des coopérations, ça me fait penser plus largement au sujet de la gouvernance. Ça a été évoqué très rapidement dans cette présentation quand Sylvain vous a montré les normes ESRS aussi, comment on peut aussi faire le lien en ayant fait l'analyse de double matérialité de la structure avec ensuite les enjeux ESRS principaux. Ce sur quoi on a travaillé également, c'est donc sur les enjeux ESRS, on a le volet gouvernance à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est dans les réglementations telles qu'elles existent aujourd'hui, c'est un volet finalement qui est assez succinct en fait. Et là, ce que l'on a travaillé et qui est assez intéressant, c'est on a pris
les éléments du guide de bonne pratique de l'ESS sur tout ce qui est gouvernance, avec des fonctionnements de gouvernance démocratique au sein même des entreprises de l'ESS. Et là, on voit que c'est un sujet sur lequel l'économie sociale et solidaire a vraiment quelque chose à apporter aussi sur ces enjeux de réglementation, si je puis dire. Donc là, ça peut aussi être un moyen de valoriser des pratiques d'entreprendre et de diriger une structure déjà existante. Une autre question, comment valoriser les impacts positifs de l'ESS qui est pourtant confronté à des diminutions de financement? Ça fait aussi le lien avec ce que je venais de dire sur le sujet gouvernance. Je pense que le plus difficile, c'est comment on financiarise finalement des impacts. C'est tout le grand sujet et autant tout le monde râle dès qu'on veut mettre des taxes sur les impacts négatifs et autant on n'est pas assez aussi fort sur mettre de la contribution financière aux impacts positifs. Mais néanmoins, oui, c'est un sujet qui n'est pas évident. Et je pense que soit on arrive à développer des espèces de contrats sociaux locaux là, avec des organismes publics qui sont prêts à comprendre finalement que cet impact positif, c'est aussi des coûts évités pour la communauté, etc. et qui sont prêts à le mettre dans un levier de financement. Mais aujourd'hui, on voit bien que les leviers de financement ne sont pas faciles à trouver. Soit il faut qu'on arrive à en développer des vrais modèles économiques qui soient pérennes et qui viennent concurrencer d'autres manières de faire. Je ne sais pas, sur l'alimentation, il faut qu'on arrive à rendre performant, pérenne, la manière d'aller attirer, je sais pas, les gens à se nourrir mieux. Enfin voilà, il faut être extrêmement innovant. Et malheureusement, le biais économique, de la même manière que les acteurs de l'ESS ou les acteurs économiques luttent sur la partie économique et sur leur financement, on sait très bien que les ménages luttent aussi sur leur pouvoir d'achat et qu'ils n'ont pas de quoi dépenser 3 fois plus pour la même chose. Et donc voilà, tant que le système ne bouge pas, encore une fois, on sait que ce sera compliqué, mais on est là pour montrer qu'on peut développer des solutions quand même dans ce système-là pour pousser toujours loin, plus loin, et d'essayer de monétiser au mieux l'impact positif généré par une organisation. Et il y a des travaux qui sont en cours actuellement dans l'économie sociale et solidaire, notamment sur les enjeux de comptabilité extra-financière. Donc, il y a cette idée justement de, comment on valorise les impacts positifs et comment on en fait une valeur économique également. Après, je pense qu'il y a aussi un travail de plaidoyer à mener là, donc ça concerne plus les têtes de réseau de l'économie sociale et solidaire. Mais en tout cas, le fait d'aborder ces enjeux-là dans le DLA, de facto, ça va aussi faire remonter cette valorisation d'impact positif, au départ forcément à l'échelle des entreprises ESS accompagnées. Mais ensuite, voilà, ça peut être aussi une agrégation et une visibilisation de ces impacts positifs générés par l'économie sociale et solidaire. Pour faire le lien et les cycles, là, encore une fois, je pense que ce que je note aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, c'est des formations, des accompagnements que je fais dans l'économie plus commerciale, entre guillemets, d'habitude. Et on voit que nous, dans l'économie qui vient un peu plus du monde financiarisé, si vous voulez, ou en tout cas des gens qui cherchent avant tout le profit, on voit qu'il y a une tendance quand même de fond à intégrer la responsabilité des démarches RSE, etc. Et nous, on essaie de les pousser toujours plus loin, et notamment via le concept d'entreprise à mission. Et c'est vrai que dans les entreprises à mission, typiquement, on essaye de mettre en place un comité de mission qui est ouvert aux parties prenantes. Et c'est quelque chose où ces acteurs-là sont beaucoup moins habitués à le faire. Là où vous, dans l'ESS, dans le monde de l'ESS, je pense, on a des fondamentaux qui sont assez intéressants à aller chercher, à valoriser. Moi, j'aime bien les 4 leviers du mouvement Impact France, qui sont comment une organisation doit chercher à avoir de l'impact positif social, de l'impact positif environnemental, mais aussi le partage du pouvoir et le partage de la valeur. Et je pense que sur ce sujet du partage du pouvoir et du partage de la valeur, naturellement, les acteurs de l'ESS sont un poil en avance quand même en termes de gouvernance. Nous, on essaye d'influencer justement ces acteurs autres à justement ouvrir leur gouvernance, à être beaucoup plus dans ce sujet du partage, que ce soit du partage du pouvoir, partage de la valeur. Mais oui, il y a de l'inspiration à aller chercher, mais il y a aussi, je pense, un meilleur des deux mondes, parce que arriver à développer des modèles économiques pérennes, un peu moins dépendants de donations, subventions, mécénat, c'est aussi un des sujets qui fera que le monde finalement de l'ESS, en tout cas de l'économie, est un peu moins dépendante des financements. Mais pour certains sujets, ça marche pas. Il y a des sujets qui nécessitent d'être financés. Et voilà, c'est un grand éventail, mais je pense que oui, les cycles peuvent être des inspirations en termes de méthodologie de travail, etc. On a reçu mail. Peut-être pour conclure, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, on a reçu
la question par mail. Quel est ou quels sont les liens entre transition écologique, transition numérique et enjeux liés à la démocratie dans toutes ses composantes, entre parenthèses, locales, nationales, internationales? Ça ouvre une boîte de Pandore. J'y réponds très rapidement. Moi, je pense que d'avoir l'ambition d'adresser ce sujet-là au niveau international, c'est bon, là, bon, ça touche à des sujets où, en fait, le problème, c'est que ça nous dépasse tellement qu'on n'a plus envie de rien faire. Donc, je pense que on a beaucoup plus intérêt à s'en emparer d'un point de vue local, parce que transformer une économie locale paraît un peu plus accessible si on se mutualise, si on se fédère et qu'on arrive à faire parler les différents acteurs économiques d'un territoire. Je pense qu'on a plus de leviers sur la partie territoriale que sur la partie internationale. Et je pense que l'international changera avec une multiplicité d'initiatives territoriales. Mais ça, c'est un peu ma vision. Mais sinon, je pense que c'est compliqué. Et si on fait le lien entre ce sujet de la transition et le sujet du digital, je pense que ça ouvre deux sujets. Le sujet de faire attention au technosolutionnisme. Moi, je ne crois pas que la technologie va nous sauver et en fait, il n'y a pas qu'à claquer des doigts pour que des ingénieurs ingénieux nous inventent une nouvelle énergie pas chère, décarbonée, accessible à tous et qui en plus ne fait pas de mal, ce qui est un peu… De toute façon, nos modèles économiques aujourd'hui, plus on les alimente en énergie, plus ils font du mal. Donc en fait, le sujet, il n'est pas tant sur la technologie que sur le cœur de notre approche, le cœur des modèles économiques. Donc je pense que la technologie, il faut faire attention à ce côté technosolutionniste, même si je pense que autant capitaliser sur les évolutions technologiques et je ne sais pas si par exemple on rend accessible à tous des modèles durables via des applications mobiles et qui créent une appétence pour les usagers, je ne pense pas que ce soit un problème. Après reste le sujet de la résilience, de est-ce que ces applications sont sur base de technologies américaines sur lesquelles on n'est pas souverain. Enfin, ça ouvre 1 million de sujets, mais je pense qu'il ne faut pas être anti-technologie. Et en même temps, il ne faut pas être trop naïf sur à quel point c'est la technologie de sujet. Et donc, il faut un juste milieu. Après, il y a des concepts incroyables aussi autour de la low-tech, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde qui est numérique. Et peut-être même pour aller un cran plus loin sur l'IA, par exemple, quand on voit à quel point l'IA amène aujourd'hui, pour revenir à la notion de performance, des gains de productivité et d'efficience, ben pourquoi ne pas capitaliser sur ces gains pour essayer de les rediriger vers les modèles économiques les plus durables? Moi, mon but, c'est pas de dire il faut être anti-technologie, c'est comment on met, parce qu'en plus, la technologie a un vrai impact négatif, on le sait, mais comment on capitalise sur cette technologie-là au service de modèles économiques qui sont durables en termes sociaux et environnementaux. Moi, c'est plutôt ça l'approche. Je pense que c'est toujours pareil, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris, mais il faut être malin, il faut être fin. C'est pas ne pas être habitué à être fin. On est un peu bourrin dans notre économie aujourd'hui, mais il faut être un peu plus fin. Merci. Bah, écoutez, je crois qu'on arrive. Nous aussi, on doit vous quitter de toute façon. À la fin, à la fin de ce webinaire, on n'a pas de questions restantes. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Merci Sylvain. Merci à toi, merci à vous. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent a posteriori, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Et comme ça a été indiqué, donc on partagera le replay et le support du webinaire et vous aurez l'information également dans votre boîte mail. Très bonne journée à toutes et tous et à bientôt. Au revoir.